Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Je poursuis sur l'année 2010. Oui, je poursuis sur l'année 2010, vu comment j'ai pas grand chose à faire de review, j'ai pas non plus grand chose aussi à vous mettre sur la dent, mais voilà, je vais achever les trois pay-per-view de l'année 2010. Et après, un coup que j'aurai terminé ça, je passerai au pay-per-view de l'année 2011. Donc voilà, sans trop tarder, je vais commencer avec le premier à commencer. Bragging Rights 2010. Oui. Donc j'avais déjà fait le 2009, maintenant je fais le 2010. Et ce sera, je crois, ce sera la dernière édition. Ouais, ce sera la dernière édition parce que j'ai vu sur Wikipédia les listes des pay-per-view qu'ils ont entre les années. Il y a eu 2 éditions de Bragging Rights. Et pourtant, ceux-là, je les trouvais pas mal, comme en 2009, vraiment pas mal. Et il y a le N de la Nexus que j'aime bien. Et quand on regarde cette affiche en rouge et bleu, on a l'impression que ce sont des affrontements qui, qui auraient pu avoir lieu. Par exemple, si on aurait pu avoir Sheamus contre Drew McIntyre, euh, Mark Henry contre Kane, ça aurait été faisable. Evan Bourne contre Rey Mysterio, possible. Kofi Kingston contre Le Miz. Big Show contre Randy Orton, bien sûr, on en a déjà vu une fois ou deux fois. Et John Cena contre l'Undertaker, même si on a déjà vu aussi. Mais bon, ça c'est un petit ressentiment. Je... Non, j'ai pas de liste, malheureusement. J'ai pas de liste. Mais j'ai la liste derrière. Donc un moment spécial. Je vais plus aller me concentrer sur les moments spéciaux. Josh Matthews interview l'équipe de SmackDown. Bien sûr, c'est à Bragging Rights. Hein. Donc ils sont pas obligés de mettre les mêmes... Enfin, un seul, ça aurait suffi. La même date, jour, le mois, l'année. Donc là, ça parle quand les Team SmackDown remportent à nouveau le trophée. Et après, en exclusif, dernier voyage de Undertaker. Je vais pas vous dire ça, vous allez comprendre à la fin quand j'aurai cité tout le DVD. Et oui, il est en français pour une fois. Et vous voyez bien, quand c'est en français, on voit bien que c'est marqué Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Bon, je vais vite concentrer sur la liste. Alors, en premier match qui ne figure pas sous le DVD, malheureusement, mais c'est un kick-off. Montel Vontavious Porter, MVP, contre Chavo Guerrero. Oui, contre Chavo Guerrero. Euh, pour moi, c'est pas une surprise. Hein. Pour moi, c'est une victoire de MVP direct, car il le bat Chavo avec son playmaker. Bon, malgré que ce n'est pas un match qui figure sur la carte, mais vous avez compris, c'est victoire de MVP. Ce match-là, je mets 3,20. Après, pour la carte principale, Daniel Bryan contre Dolph Ziggler. Donc, le champion des États-Unis contre le champion intercontinental. Bien sûr, les titres ne sont pas en jeu. Donc, justement, il est là. J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc, oui, c'est du champion contre champion. Et vous voyez bien, il est écrit titre non en jeu. Un sacré bon match technique entre Daniel Bryan et Dolph Ziggler. Faut dire, ils ont tellement bien suivi la rencontre du match. Et que on sait bien que Daniel Bryan, il est à son comble. Et Dolph Ziggler, il est en plein petite ascension à cette époque-là. Aujourd'hui, pour Dolph Ziggler, il a du mal à remonter la pente. Je sais pas s'il y a encore un espoir pour lui, mais en tout cas, il passe carrément au second plan. Hein. Et c'est ça ce qui est un petit peu vexant, si vous êtes fan de Ziggler. Donc je me rappelle des bons échanges techniques entre Bryan et Ziggler. Car je me rappelle qu'il y a une Romero Special, qui est la planche de surf.
euh, des kicks et des descentes du coude, des sauts chassés à l'européenne. Peut-être qu'il avait aussi le Face Masters. Et peut-être qu'il a voulu faire un tentative de zigzag, mais Dolph Ziggler l'a. Enfin, Dolph Ziggler, il s'est vite gouré. Il s'est vite gouré parce que Daniel Bryan s'est retiré. Donc il croyait avoir la victoire avec ce zigzag, mais pas Manimitari, je sais plus comment on dit. Bref, j'abandonne l'idée de dire ça. Et que après, ben, un kick derrière la tête, même si je sais bien que Daniel Bryan, il a tenté le Belloc à une, deux ou trois reprises, et que la quatrième, je crois que ça va être bon, et qu'il arrive à faire abandonner Dolph Ziggler. Donc un très très bon match du début de show, et que ce match-là, ben, je lui mets 3,40 direct. Voilà, je veux pas entendre dire que ça vous a pas vraiment plu, et que on sait que c'est le début de show, et que d'habitude dans les débuts de show, on se dit, on s'attend pas à grand chose, si ce n'est que il y en a qui font le spectacle, mais aussi on s'attend pas à grand chose, et pourtant un très bon match entre les deux, donc 3,40 ça se mérite. Ensuite, un match par équipe que je ne comprends pas pourquoi il figure là. Entièrement, je ne comprends pas. Entièrement, je ne comprends pas du tout. Donc la Nexus, équipe composée de David Otunga et John Cena, alors que John Cena n'est pas investi dans la Nexus à 100%, contre le fringant Cody Rhodes et Drew McIntyre. Alors je me demande pourquoi ils ont mis ce match et aussi pourquoi remporter les titres alors que les deux ne sont pas faits pour coopérer en équipe entre Cena et Otunga. Donc je ne comprends absolument pas du tout. Et que le match, il est loin d'être parfait malheureusement. Certes, quand c'est un gros nom à la personne de John Cena, ça donne de la hype, mais malheureusement, j'ai beau être fan de Cena à cette époque, je trouve que je trouve que c'est un peu décevant quand on est dans un match par équipe comme ça, alors que voilà, on est champion par équipe que par défaut. Et en plus, c'est la vérité, je vous jure, je vous garantis que être champion par équipe avec un autre qu'on ne considère pas comme son partenaire, c'est champion par défaut. Et du coup, ben, je vais vous dire ça. C'est John Cena qui bat, je crois qu'il fait un STF sur Cody Rhodes et qui fait abandonner Cody Rhodes. Et qui remporte les titres par équipe avec David Otunga. Et après le lendemain à Raw, il perd les titres face. Non, c'est pas pour Santino Marella et Vladimir Kozlov. Non, c'est pas ça. C'est il perd les titres. Je sais pas si c'est Kofi Kingston et Evan Bourne. Je, je ne sais plus. Je ne sais plus malheureusement. C'est pas grave. Ce match-là, il m'a un peu, on va dire, un petit peu déçu. Je vais pas vous le cacher. Je lui mets 3,10. Voilà, c'est un peu décevant, mais voilà. J'ai beau apprécier Sina, j'ai beau apprécier la faction qu'est la Nexus, mais voilà, c'est pas du top, malheureusement. Donc 3,10. Ensuite, Ted DiBiase contre Goldust. Et là, entre Ted DiBiase et Goldust, ils ont des accompagnatrices. Oui, Ted DiBiase s'est accompagné par Maryse et Goldust Aksana. Oui, je ne me trompe pas du tout. Et que j'aurais préféré, enfin, certains oui, certains non. Certains auraient préféré que Goldust remporte le match, mais c'est Ted DiBiase qui remporte le match avec le Million Dollar Dream, donc un Cobra Clutch, au niveau du cou et la tête, enfin la tête et le cou, tout en entourant le bras, donc c'est sûr que c'est un Cobra Clutch.
et que le match, certes, il a un petit peu duré, on va dire 5-10 minutes environ, ben, je lui mets, allez, 3,20 aussi, 3,20. Et pareil pour le match féminin, parce qu'il faut dire, dans les matchs féminins, j'ai une fâcheuse habitude de mettre des titres comme ça, enfin des titres de calcul de match, de chiffres que je place dans les matchs féminins. Quand c'est du top, je leur mets 3,5, ou encore quand il m'a très très bien convaincu que c'est un bon match de catch féminin, là c'est sûr je peux mettre plus haut. Mais là malheureusement à cette époque, la division féminin, c'était plus pour mettre la beauté des femmes en avant, pas pour leur côté technique, même si je pense que Natalia, vous le saviez, c'est une catcheuse hyper technique. Et elle est beaucoup, beaucoup appréciée par les fans, surtout. Que là, malheureusement, je me demande ben, qu'est-ce qu'ils font là aussi, hein. Qu'est-ce qu'ils font dans un combat où personne n'en veut pas. Peut-être qu'il y en a il y en a dans le public qui ont adoré, mais sinon, il y a une large partie du public qui se disent ok, Balek, on s'en moque. Donc, je vais vous dire ça. J'aurais préféré un petit peu que ce soit Natalia qui remporte le match, mais le destin dans un match a décidé autrement. C'est Leila qui conserve son titre des divas. Donc elle conserve son titre en battant Natalia. Donc 3,20, je le mets. Un match Buried Alive, cette fois-ci, pour le titre du monde poids lourd, entre Kane contre l'Undertaker. Et que vous savez bien que Paul Bearer avait trahi l'Undertaker pour s'allier avec Kane. Donc il en aura fait des retournements de situation, trahison, ce que vous voulez. Et ben là c'est un changement de camp pour de bon, et aussi pour enterrer le personnage qui va revenir quelques mois après, pour 2011. Je tease quelque chose, hein, je tease quelque chose, mais je suppose que vous voyez de quoi je parle. Si vous voyez pas, ben, je vais vite expliquer comme ça. Donc, vous savez bien, dans les matchs Buried Alive, donc un match enterré vivant, il faut enterrer son adversaire avec de la terre. Et peut-être que vous connaissez le secret ou pas. Un coup que vous vous faites enterrer, il y a une petite trappe pour vous faufiler dedans en attendant. Et que j'ai entendu dire qu'il y avait soit un gaz à oxygène, un coup qu'on est dans une trappe, je sais pas si c'est dans une boîte ou quelque chose comme ça. Ça, je peux pas deviner tout le secret, mais apparemment, après qu'on a terminé de se faire enterrer, eh ben, à l'intérieur, ben, vous respirez tranquillement, et si vous avez faim, ben, vous pouvez vous grignoter ou manger un truc, ou boire quelque chose, du fait que vous attendez que le show se termine pour que vous sortiez. Ou alors, je pense que les lumières s'éteignent et les catcheurs ressort allez, de la terre. Peut-être que c'est ça le secret, mais je sais bien que la plupart des catcheurs, quand on s'attend pas à grand-chose, eh ben, il y en a qui se faufilent à l'extérieur du ring et qu'on attend le bon moment, on attend le très bon moment pour, pour apparaître quand c'est prévu dans le show. Parce que faut demander à l'Undertaker comment il fait pour rester pendant pas mal de temps sur le ring, attendre le bon moment, soit pour sa nouvelle victime ou son ennemi juré, ça faudrait lui demander. Et aussi, comment il fait pour rester plusieurs minutes dans une boîte, quoi. Enfin, je ne sais pas. Vaut mieux pas que je dise de la merde, parce qu'après, vous allez croire que... Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi, ce type-là. Ouais, donc pour ça, je préfère rien dire. Donc un match, bon, avec beaucoup d'intensité et, euh, et aussi de dédain de la part des deux hommes. L'Undertaker veut se venger de la trahison qu'il avait envers son frère et aussi de son, dans la storyline, père adoptif. Voilà, de son père adoptif. Et qu'il décide de corriger son jeune frère, même si en storyline on sait bien qu'ils sont amis. Eh ben, ça s'allume
sous le ring comme à l'extérieur. Ça va où est-ce qu'il y a le gros tas de terre où il y a la tombe, où il est marqué Bragging Rights, avec les noms Kane ou Undertaker. L'un des deux va se faire enterrer. Au moment où Kane il domine, eh ben, c'est là où l'Undertaker commence à revenir. Il va, on va dire, prendre du poil de la bête. Il va commencer à allumer le monstre. Il va allumer le monstre, le grosse machine monstrueuse rouge. Et que après où il commence à avoir l'avantage, eh ben, on ne sait pas pourquoi, mais la Nexus vient pour, on va dire, prêter main forte à Kane. Donc il commence à allumer l'Undertaker, même si l'Undertaker se défend, il commence à allumer la plupart des membres de la Nexus, mais ils sont très nombreux, et ça permet à Kane de achever le boulot en faisant un chokeslam où est-ce qu'à la tombe, et c'est là où Kane et la Nexus enterrent l'Undertaker. Et vous avez compris, Kane a gagné le match d'enterré vivant. Tout simplement. Pour ce match-là, certes, ce n'est pas du Brian Ziegler, mais je lui mets un 3,40. Voilà. Après, plus que 2 et c'est terminé. La team SmackDown contre la team Raw. Attendez. Voilà, c'est ça. Donc 7 contre 7. 7 contre 7. Match à élimination. Et il est marqué 14 joueurs. Donc 7 contre 7, c'est 14 joueurs. Donc dans l'équipe de SmackDown, il y avait Alberto Del Rio, le Big Show, Edge, Jack Swagger, Kofi Kingston, Rey Mysterio, Tyler Rex, et en accompagnateur, petite mascotte de SmackDown, Hornswoggle. Et dans l'équipe Raw, il y avait CM Punk, Ezekiel Jackson, John Morrison, Le Miz, R-Truth, Santino Marella, Laura Sheamus, et en accompagnateur, Alex Riley. Oui. Donc il y en a pas mal qui se feront éliminer, vraiment pas mal, qui se feront éliminer du côté de SmackDown et du côté de Raw. Je sais bien que Alberto Del Rio, il a fait semblant d'être blessé et qu'il est vite raccompagné au vestiaire alors qu'il n'est même pas blessé. Donc ce type est un sacré comédien. Donc je vous le dis, c'est un sacré comédien ce gars-là. Et que la plupart ils se font éliminer, comme Tyler Rex, Kofi Kingston c'est peut-être sûr, Jack Swagger peut-être, Big Show il se fera éliminer. Et dans l'équipe de Raw, il y aura Ezekiel, Santino Marella, R-Truth, peut-être Sheamus, qui sait, ou le Miz, jusqu'à ce qu'il reste que CM Punk ou John Morrison, peu importe lequel des deux. Et je sais pas, dans l'équipe de SmackDown, il y avait Edge et Rey Mysterio. Et ce seront les deux-là qui vont être les deux seuls survivants à capturer le trophée. Donc oui, c'est victoire de l'équipe de SmackDown remportée par Edge et Rey Mysterio. Et ce match-là, il était pas mal. Je vous le cache pas, il était vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc je lui mets un 3,70. Voilà, 3,70. Voilà, il est vraiment pas mal. Et ensuite, le main event. Match pour le championnat de la WWE. Et attendez, là il va être un petit peu complexe, car John Cena il est en tant qu'accompagnateur de Wade Barrett. Donc oui, Wade Barrett contre Randy Orton. Il est marqué là. Donc c'est juste pour le titre. Et Wade Barrett, il pensait que son heure allait venir pour devenir champion de la WWE. Sauf que son heure n'arrivera peut-être jamais. Car en face, il a Orton et il peut pas le douiller comme ça. Et aussi, Cena qui est imprévisible, il est capable de mettre son petit grain de sel là où il faut pas. Ça c'est un petit touche de sel que j'ajoute aussi. Et que je me rappelle qu'il y avait des bons échanges entre Wade Barrett et Randy Orton. Donc oui, il y avait vraiment pas mal de bons échanges. Et que Wade Barrett pensait avoir l'avantage. Et que je crois qu'il voulait demander que Cena
n'hésite pas à intervenir durant le match, dans le dos de l'arbitre. Mais sauf que John Cena, vous savez bien qu'il est du côté du bien, il va pas le faire. Il va pas le faire. Pourquoi? Parce que il préfère attaquer un super vilain que s'attaquer à un super gentil. Donc c'est un peu ça, son côté de voir les choses. Et que après de longues minutes, Wade Barrett prenait l'avantage, il allait avoir la victoire en main, mais que je sais pas ce qui va arriver, mais je crois que John Cena le distrait et que Randy Orton lui donne un petit coup à Wade Barrett et qui fait bousculer Cena. Et c'est là où Wade Barrett se prend un RKO. Ah non, non, c'est pas là. Il se prend un RKO, mais je crois qu'il a mis les pieds dans les cordes. Et que après, Cena n'a pas digéré le petite poussette qu'il a subi à l'extérieur. Donc il décide de frapper Wade Barrett. Donc je sais pas si j'ai raison, faut dire, ça fait pas mal de temps que j'ai vu ce DVD. J'essaie de me retenir plus au point, faut dire, quand j'ai des souvenirs des matchs comme ça, j'ai des souvenirs un peu vagues. Mais que je crois, il attaque Wade Barrett. Et du coup, ben, c'est victoire de Wade Barrett, mais qui ne remporte pas le titre. Donc victoire par disqualification. C'est un peu décevant, je vous dis, quand c'est remporté par disqualification, même si ça crée une histoire derrière, mais c'est un peu décevant. Mais pour la donne, ça va, le match était pas mal. Donc il était vraiment pas mal. Je lui mets un 3,50. Allez, 3,50. Encore, c'est pas, on va dire, si dégueulasse que ça. Et voilà. Donc j'ai déjà expliqué sur ça. Cette review est terminée pour Bragging Rights. Pour ce qui est match, les petits bonus, sainement et les promos et l'ensemble, je lui mets un 3,80. Voilà, pour ce show, je mets un 3,80. Donc, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.